Paul, maintenant que tu as la parole, je te propose de la garder, puisque dans une des diapositives qui a été présentée tout à l'heure, on a parlé de la neuropathie autonome cardiaque, quelque chose que peut-être nous n'avons peut-être pas assez pris en compte jusqu'ici. Et donc je pense que c'est l'opportunité aujourd'hui d'aller un peu plus loin, d'en reparler, de voir un peu quel est l'impact ou l'intérêt de cette situation en périopératoire. Très bien. Eh bien, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Et donc, je suis ravi de partager quelques notions qui me semblent importantes autour de la neuropathie autonome cardiaque, importantes à prendre en considération par l'anesthésiste parce qu'il va y avoir des incidences sur l'induction anesthésique en particulier. Alors, donc, cette neuropathie cardiaque, en fait, elle est fréquente si on considère le stade infraclinique, mais il y a des patients qui ont déjà des manifestations importantes, et voilà de façon très classique l'hypotension orthostatique, d'une part, bien connue, d'autre part, les hypoglycémies sévères, par exemple jusqu'à 0,30, 0,20 grammes par litre, non ressenties, et ces altérations, à ce moment-là, témoignent d'une neuropathie cardiaque, on va dire NAC, sévère. Maintenant, cette NAC peut également conduire au fameux infarctus du myocarde indolore silencieux qu'on découvre sur le CG systématique, qui fait bien entendu partie du bilan préopératoire systématique. Un infarctus silencieux alerte possibilité d'une neuropathie cardiaque. Et aussi la neuropathie cardiaque qui vient altérer le pronostic, augmenter le risque de mortalité cardiovasculaire et de mort subite en particulier. Alors donc, nous évoquions l'hypotension orthostatique avec des malaises rapportés par le patient, très évocateurs lorsqu'il se met debout, et que l'on va documenter par des mesures rigoureuses, c'est-à-dire une prise de pression couchée après 10 minutes couchée, et de nouveau après 1 à 3 minutes d'orthostatisme. La définition, c'est une baisse de systolique d'au moins 20 mm de mercure et ou une baisse de diastolique d'au moins 10 mm de mercure. Et quand cette hypotension orthostatique est présente, alors elle témoigne d'une atteinte sympathique, c'est-à-dire une NAC sévère. Maintenant, au stade infraclinique, pas de manifestation particulière évoquée par le patient, mais on a la possibilité, par des outils simples que je vais mentionner dans un instant, de mettre en évidence des altérations des variations de fréquence cardiaque au cours d'épreuves standardisées. Et ces altérations vont témoigner à leur tour d'une atteinte vagale, plus précoce que l'atteinte sympathique. Maintenant aussi, vous pouvez avoir quelques résultats sous les yeux. Déjà, le patient qui vient avec sa MAPA, et mesure ambulatoire de pression artérielle, qui montre l'absence de baisse nocturne de la pression artérielle, ça peut être une NAC. Ou alors sur le CG systématique, vous découvrez un QT corrigé qui est long, au-dessus de 440 millisecondes. Alerte, ça peut être une NAC là encore. Alors, quel est l'intérêt pour le patient de mettre en évidence chez lui cette altération précoce de la fonction autonome cardiaque, et en l'occurrence de la fonction vagale? C'est notamment dans ces travaux qui remontent à une vingtaine d'années, dont certains mériteraient sans doute d'être plus documentés, cette valeur prédictive d'une altération des variations physiologiques de fréquence cardiaque au cours d'une épreuve de respiration. En l'occurrence, on fait une respiration profonde, c'est ce qui est montré à droite, ici. Respiration profonde, le patient qui modifie peu sa fréquence cardiaque au cours de la respiration profonde, en fait, lui particulièrement, va avoir besoin du recours à des drogues vasopressives à l'induction anesthésique. Et puis un autre travail qui va dans ce sens, ici on a pris en compte l'épreuve de respiration profonde et aussi l'épreuve d'orthostatisme. Les patients qui avaient peu de variations de fréquence cardiaque au cours de ces épreuves abaissaient plus leur pression systolique, et en particulier au-dessous de 90 mm de mercure pendant l'induction. Aussi, ces patients donc, qui avaient des altérations de l'adaptation de fréquence cardiaque à la respiration profonde, le rapport E sur I qu'on va revoir dans un instant, 52% d'entre eux avaient fait une hypotension à l'induction, contre 9% si l'épreuve respiratoire était normale. Alors, ces fameux tests, eh bien, ils sont connus depuis une trentaine d'années. C'est la batterie de Ewing qui est bien connue en diabétologie. Sans doute qu'il faudrait pratiquer davantage, y compris par les diabétologues d'ailleurs. Mesure des variations de fréquence cardiaque au cours d'épreuves standardisées, la respiration profonde, on va revoir l'image, ou aussi au cours de l'orthostatisme actif, au cours d'un Valsalva, quand on a les moyens de faire tout cela. Au minimum, je dirais, 2 de ces épreuves ont une valeur diagnostique parce qu'alors on va parler d'une NAC définie ou d'une NAC confirmée, ici au moins 2 épreuves cardiovagales altérées. Et si par-dessus ça, il y a une hypotension orthostatique, oui, ça sera la NAC sévère.
Alors, voici l'image, en quelque sorte, de ces variations physiologiques de fréquence cardiaque. En bas, ce tracé, c'est un patient qui n'a pas de NAC. À chaque inspiration, il augmente sa fréquence cardiaque. À chaque expiration, il baisse sa fréquence cardiaque. Et ceci témoigne de l'arythmie respiratoire physiologique. Et en haut, vous avez le patient qui a une neuropathie cardiaque. Vous voyez qu'il a complètement émoussé ces variations physiologiques de fréquence cardiaque. Alors, il y a une petite difficulté, c'est qu'il faut analyser ce résultat en fonction de l'âge, car il y a une décroissance physiologique de ce paramètre. Et donc voilà, on va se comparer à la ligne du 5e percentile ici, compte tenu de l'âge. Par exemple, à 30 ans, être au-dessous de la ligne épaisse ici témoigne d'une neuropathie cardiaque. Donc en haut, l'électrocardiogramme, par exemple, si vous utilisez un cardiographe simple, vous montre que vous allez repérer l'intervalle RR le plus court, donc la fréquence cardiaque la plus rapide en inspiration, et puis en expiration, la fréquence cardiaque se ralentit, l'espace RR s'allonge, vous cherchez le RR le plus long et vous faites le rapport de RR à chaque cycle respiratoire. Voilà, globalement, réaliser l'épreuve, c'est 1 minute et mesurer ces paramètres 1 minute et puis interpréter 1 minute. Voilà, on va allonger un petit peu la consultation. Il y a une organisation, bien sûr, à faire de tout cela. Alors, il nous a semblé, au groupe de travail, important de tenir compte de ces éléments et tout particulièrement lorsqu'on a affaire à un patient avec une NAC symptomatique ou compliquée, d'être particulièrement vigilant. Alors ça sera quoi? Ça sera un patient qui a une tachycardie permanente, un patient qui a un QT corrigé au-dessus de 440 millisecondes ou qui a fait un infarctus silencieux, un patient avec hypotension orthostatique ou hypotension postprandiale, qui témoigne aussi d'une dysautonomie, un patient avec hypoglycémie grave non ressentie, ou bien, comme nous disions tout à l'heure, la perte de baisse nocturne de pression artérielle. Donc tout ceci, c'est ce qu'on peut appeler la NAC symptomatique ou compliquée. Et puis à droite, la NAC asymptomatique, recherchée comme nous venons de l'évoquer, et qui nous paraît important de rechercher en particulier s'il existe une microangiopathie diabétique, parce qu'alors le risque de trouver cette NAC est beaucoup plus important, et on va la définir par l'altération de 2 épreuves standards. Donc la variation de fréquence cardiaque en respiration profonde et à l'orthostatisme est anormale, témoignant d'une NAC indiscutable. Et donc voilà, compte tenu de ces travaux notamment de prédiction d'une instabilité hémodynamique et d'hypotension à l'induction, ces patients, on est vigilant vis-à-vis d'eux avec un monitorage per- et post-opératoire en unité de surveillance continue. Voilà, merci. Paul, merci beaucoup. Je pense que cette pathologie ou ce sous-ensemble pathologique qu'on retrouve chez le diabétique est quelque chose sur lequel on doit vraiment aujourd'hui insister dans notre prise en charge périopératoire et qui, clairement, dans notre évaluation préopératoire est probablement très insuffisamment mise en avant. Mais on a une difficulté quand même, c'est que tu as montré que les tests sont peut-être facile, intellectuellement on les comprend bien, mais en l'occurrence on est quand même un peu embêté parce que il faut quand même mesurer, calculer, ça rallonge la durée des consultations. Les collègues qui ont des consultations en nombre important au cours de la journée vont avoir du mal à faire ça. Et puis les diabétiques sont tellement nombreux qu'on va avoir cette difficulté pratique. Est-ce qu'on a une possibilité de peut-être resserrer un peu, je dirais, les patients chez lesquels il faudrait le faire? Alors, on a vu peut-être quand ils ont des signes cliniques, comme l'a évoqué Gaël, ça sûrement, mais est-ce que les diabétiques de type 1, de type 2, tu as parlé de micro-angiopathie, est-ce que tu pourrais nous guider un peu? Est-ce que c'est possible déjà, pour peut-être au moins sélectionner certains d'entre eux, pour peut-être ne pas les faire chez tout le monde. Et puis après, certes, il faudra quand même que nous organisions dans nos consultations pour faire des ECG et ces modèles de calcul. Est-ce que déjà c'est possible d'avoir une sorte de prédiction? Oui, c'est une question très importante en pratique. Donc effectivement, un patient qui a d'autres manifestations de dysautonomie, et Gaël évoquait la gastroparésie tout à l'heure, elle est rare, mais lorsqu'elle est présente, pratiquement toujours, la neuropathie cardiaque est présente. L'hypotension orthostatique, nous venons de l'évoquer, la documenter, et si c'est le cas, confirmer qu'il s'agit d'une neuropathie cardiaque et non pas d'une hypotension orthostatique iatrogène. Et puis le patient avec complications microangiopathiques avancées, c'est quoi? C'est une rétinopathie proliférante, c'est une néphropathie patente avec macroprotéinurie ou insuffisance rénale. Et là, on ne va pas la manquer, la neuropathie cardiaque. On va la trouver sûrement. Voilà, si on veut resserrer le champ, ça sera surtout ces patients.
Moi, j'ai une question parce qu'on dit classiquement que c'est quand même pas sur les diabétiques de court terme, mais plutôt si on veut sélectionner, Oui, il faut qu'il y ait un certain délai ou un certain temps de maladie pour que les patients développent une neuropathie. Donc, est-ce que ça pourrait être aussi quand même un élément de choix? Oui, ça peut être un élément de choix. Donc, nous venons de voir les patients chez lesquels il ne faut pas louper le test. Maintenant, les autres, qui sont quand même la majorité, effectivement, on peut encore resserrer le champ en tenant compte de la durée de diabète. Alors, pour le type 2, malheureusement pour vous, je dirais, c'est qu'elle est présente dès le début. Voilà. Par contre, dans le type 1, c'est après 5 années de diabète. Et puis alors encore, si on veut un petit peu restreindre, ce sont les grands déséquilibres avec des hémoglobines glyquées élevées de façon chronique. Voilà. Gaël, tu veux faire un commentaire? Non, c'était ce que Paul vient de dire. Très effectivement, que l'équilibre glycémique est une variable importante de l'apparition de la neuropathie autonome cardiaque. Plus le diabète est déséquilibré, plus la neuropathie autonome cardiaque va apparaître rapidement. Moi, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on a quand même assez souvent, dans la pratique clinique, des patients qui en péri-opératoire font des hypotensions parfois importantes et on ne sait pas très bien l'expliquer. Ils ne sont pas sous IEC, ils n'ont pas d'autres éléments. Et puis, on tourne autour et on ne sait pas très bien pourquoi ils ont cette... Alors, on va le corriger par la noradrénaline ou d'autres thérapeutiques, mais... avoir en tête cette étiologie-là comme cause, je pense que ça transformera beaucoup la pratique anesthésique. Mais alors sur le plan peut-être pratique également, pour bien aider nos collègues à synthétiser les choses, est-ce qu'il y aurait un moyen, alors encore une fois tu vas trouver peut-être qu'on est un peu trop simplificateur, mais est-ce qu'il y aurait un moyen de simplifier les tests plutôt que d'avoir ces calculs à 2RR qui sont compliqués? Est-ce que tu pourrais nous proposer ou est-ce que c'est vraiment pas possible? Alors, d'une part, si on disposait d'un système automatisé très démocratisé, ça veut dire à un prix accessible, je vous aurais donné un terme peut-être pas commercial, mais on aurait dit qu'il existe. Bon, il existe, mais il est un peu cher. Maintenant, on a réfléchi à ça, notamment dans une recommandation HAS qui remonte à plusieurs années, une espèce de protocole. Votre patient, il est allongé. Et il reste allongé une dizaine de minutes, vous l'examinez. Il y a l'électrocardiogramme qui est branché. Au bout de 10 minutes, vous lui prenez la pression artérielle couchée. C'est ça la vraie pression, c'est après 10 minutes couchée. Le brassard est laissé en place, ou le Dynamap est en place, l'électrocardiogramme est branché et on le garde branché. On demande au patient de respirer profondément et là vous avez votre trotteuse, 5 minutes, inspirez à fond, soufflez, 5 secondes d'expiration, 5 secondes d'inspiration, voilà. Donc ça prend 1 minute de faire cela. L'électrocardiogramme défile, le patient se lève et pendant 1 minute, on continue à faire défiler le papier, ça consomme un peu de papier et on va mesurer les modifications de fréquence cardiaque debout. Au bout de 15 secondes, la fréquence cardiaque est à son maximum. 15 secondes plus tard, la fréquence cardiaque s'est ralentie. C'est ce ralentissement-là qui témoigne de la reprise vagale. Et puis, vous prenez la pression debout. Donc voilà, donc au total, je pense que, allez, ça va allonger entre 5 et 7 minutes. Bien sûr, vous êtes très chargé. Nous avons un petit peu restreint le champ de dépistage. Peut-être se faire aider avec vos médecins en formation ou une équipe d'infirmières. Pourquoi pas que l'on forme à ça? C'est tout à fait possible. Et puis peut-être, si on a vraiment une forte suspicion de neuropathie autonome cardiaque et qu'on n'a pas le temps de réaliser correctement ou qu'on ne se sent pas capable de réaliser correctement ces tests, alors envoyer chez un diabétologue qui pourra le faire. Oui, tout à fait. Peut-être juste pour terminer avant de passer au sujet suivant et toujours rester là-dessus, parce que peut-être que les collègues vont nous dire ok, c'est bien là, on va le détecter, mais so what? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que c'est juste finalement pour nous un niveau d'alerte, c'est ça, plus important qu'on ne l'aurait si on n'avait pas évoqué ça? Est-ce qu'on peut la faire bouger? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Ou bien ça sera juste qu'on sera plus attentif? On peut la faire bouger, oui, il démontrait l'équilibre glycémique, pas trop étroit parce qu'il ne faut pas provoquer d'hypoglycémie, les mesures de contrôle de facteurs de risque, oui, mais ça va prendre du temps. C'est ça. Donc, selon le délai de l'intervention, mais je pense que c'est surtout pour vous, vous avez l'habitude, vous savez repérer cette instabilité hémodynamique, vous allez être très alerté chez ce patient-là, et donc vos donc c'est plus de l'alerte. C'est plus de l'alerte. C'est des patients à qui on mettra plus volontiers du monitorage, alors voilà, même que la chirurgie et même la technique anesthésique. Est-ce qu'on peut faire des techniques rachianesthésie chez ce type de patient où on s'expose quand même, ou tout au moins qu'on soit alerté? Je pense que c'est important, mais voilà, c'est ça. Et puis dans le monitorage post-opératoire, c'est des patients qui sont à risque de faire des troubles du rythme cardiaque graves, voire des morts subites en post-opératoire. Et donc c'est des patients probablement qu'il faut qu'on garde dans les unités de soins continus. D'accord, donc attention renforcée. Exactement.